Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais tout d'abord, à la suite de mes salutations les plus chaleureuses et les plus amicales à votre endroit et à travers vous, à l'endroit de vos auditeurs, téléspectateurs et internautes, vraiment vous remercier d'être si nombreux présents à l'occasion de ce point de presse. Mais Monsieur Mané vient de me dire qu'il vous avait annoncé une conférence de presse. Mais en réalité, il s'agissait d'un point de presse. Maintenant, je compterai sur votre indulgence parce que vous savez que j'ai dû quitter Paris alors que j'étais au milieu d'une négociation extrêmement importante pour l'Afrique, pour la coopération gagnant-gagnant que je veux entre la France et le Sénégal et au-delà et l'Afrique, pour que la francophonie ne débouche pas sur la francophobie, mais plutôt sur la francophilie, en permettant à la France, malgré le passé colonial, d'apporter à l'Afrique ce qu'elle a de meilleur, ce qui est la seule façon pour les Africains de lui ouvrir à nouveau leur cœur et de penser les blessures de la période coloniale et antérieurement de l'esclavage et de tous ces rapports de domination qui caractérisent le relationnel entre l'Occident et l'Afrique. Je suis donc rentré pour participer à cette marche et protester contre la triple violation de notre constitution orchestrée par le président Macky Sall. J'ai dit d'ailleurs à mes amis français que cela n'allait pas arranger leur image, qu'au moment où ils violaient sa constitution, que le président Macron le reçoive en France. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les choses ont changé. Macky Sall ne le comprend pas encore. L'Afrique a changé, les Africains ont changé. Il y a 60 ans, on aurait pu encore se permettre certaines choses. Ce n'est plus possible, tout simplement. Et ceux des chefs d'État qui ne le comprennent pas seront balayés purement et simplement. La jeunesse africaine ne tolérera plus certains comportements. Elle ne tolérera plus certaines génuflexions de leurs présidents et de leurs leaders à l'endroit des autres leaders du monde. Et vous savez, dire la vérité aux Français, ce n'est pas de la francophobie, c'est de l'amitié. Je compte beaucoup d'amis en France, de très grands intellectuels, des gens qui étaient avec moi à Sciences Po Paris, de très bons amis qui sont dans le gouvernement français, qui sont dans la direction des entreprises du CAC 40 français, c'est-à-dire les plus grosses boîtes. Et vous savez qu'il n'y a que 2 Africains qui siègent au comité exécutif, c'est-à-dire à un très haut rang dans les grosses entreprises françaises, et ces 2 Africains sont des Sénégalais. Il y a Momar Nguer qui est à Total et il y a Aliou Ndiaye qui est chez Orange, directeur du département Afrique Moyen-Orient, Momar Nguer étant directeur du marketing et du raffinage, je crois, au niveau de Total. Ce n'est pas rien, c'est indicatif de quelque chose. Et nous avons de beaux exemples de coopération. Mais lorsque j'ai dit que nos relations étaient des relations de domination et de pillage, certains m'ont dit attention, parce que les Français ne vont pas vous en vouloir de les accuser de pillage, etc. J'ai dit non, ils ne vont pas m'en vouloir, c'est des gens intelligents. Ils vont savoir que c'est la vérité.
Depuis Alexandre le Grand, qui a quitté la Macédoine, qui est l'auteur de la première mondialisation, qui a conquis les îles grecques, qui est descendu conquérir l'Égypte, qui a conquis l'Inde et qui voulait aller conquérir la Chine. Ce sont ses propres soldats qui étaient repus de butin et fatigués d'être partis depuis 10 ans de Macédoine, qui lui ont dit on ne progresse plus. Et c'est ça qui l'a fait revenir, ou tenter de revenir vers la Macédoine avant qu'une maladie ne l'emporte. Et depuis, les Espagnols ont pris leur bateau, les Portugais aussi. Ils ont pillé le reste du monde. Ils ont pillé l'Amérique latine, ils ont pillé l'Inde, ils ont pillé l'Afrique. Ils sont venus ici, ils nous ont attrapés, puisqu'on serait, semble-t-il, plus résistant que les Indiens d'Amérique à certaines maladies. Donc, ils nous ont amenés cultiver leur champ de coton. C'est ça la vérité historique. Personne ne peut la nier, même pas eux. C'est eux qui nous l'enseignent parfois. Et les choses ont évolué. Il y a eu après les indépendances, au départ, ils étaient tout le temps là, coopérants techniques, etc. Mais maintenant, nous avons des Africains qui sont majors au concours d'entrée à Polytechnique Paris. C'est un indicateur du changement. Et il faut qu'ils l'intègrent. Et je leur dis à un de mes amis qui me reprochait ce discours, je lui ai dit, j'étais en France quand le président Sarkozy a pris le pouvoir et fêtait son inauguration. Qu'est-ce qu'il a fait Sarkozy ce jour-là, son premier jour de présidence? Il est allé au bois de Boulogne célébrer des jeunes communistes français qui avaient été massacrés par des nazis allemands. C'est ça qu'il a fait dans la matinée. Discours ne pouvait être plus clair en direction de l'Allemagne et du peuple allemand pour lui dire « Vous nous avez fait du tort à un moment de votre histoire puisque vous étiez des nazis. » Et qu'est-ce qu'il a fait dans l'après-midi? Il est allé chez Angela Merkel pour signifier que c'était son premier partenaire dans la construction de l'Union européenne. Donc le souvenir de l'histoire n'entraîne pas la guerre ou la querelle, c'est simplement le rétablissement de la vérité. En tout état de cause, il y a des choses qui ont évolué, il faut que tout le monde en prenne compte. Tout le monde en tienne compte. Et Macky Sall le premier. La hiérarchie policière ou c'est une nomination de Macky Sall? Elle a souri. Elle m'a dit, vous savez, pour nous, commissaires, une fois qu'on est commissaire, c'est la hiérarchie qui décide. Je lui dis, mais vous devez être derrière plusieurs commissaires plus expérimentés que vous, plus gradés peut-être que vous. Vous êtes jeune, brillante en apparence, mais ce poste-là ne me paraît pas adapté pour vous. Elle a souri, et la discussion s'est arrêtée là, mais elle est restée une très bonne amie. Donc, les forces de sécurité et de défense ne sont pas nos ennemis, ne sont pas nos adversaires. Ce sont nos forces, à nous, de sécurité et de défense. Elles ne doivent obéir qu'à la loi et à la Constitution, pas à un homme qui est un triple violeur constitutionnel, qu'il devait arrêter. Il a violé la Constitution en son article 103, puisque la Constitution, elle est claire. Et c'est lui qui a introduit ça. Elle dit que la forme républicaine de l'État, la modalité d'élection, la durée et le nombre de mandats du président de la République ne sont pas susceptibles de révision. Le parrainage est une nouveauté ajoutée au mode d'élection du président de la République. Donc introduire une loi qui touche à la forme républicaine de l'État, au mode d'élection du président de la République, au nombre et à la durée de ses mandats, c'est violer la Constitution. Moi, je ne parle pas encore du débat sur le parrainage, ceci ou cela. Je dis, Monsieur le Président de la République
a violé la Constitution dont il a la garde. C'est tout. C'est ça le débat, c'est ça le sujet. Le parrainage, c'est un détail. Mais le président de la République, supposé gardien de la Constitution, l'a violé. Si vous confiez votre fille à quelqu'un qui la viole, il n'est plus digne de vous diriger. Il n'est plus digne de confiance. Voilà ce que je dis, moi. C'est ça le sujet. La deuxième violation de la Constitution, c'est que l'alinéa 7 de l'article 103 dit de façon explicite que même cet article 103 qui garantit l'intangibilité à ces trois domaines, forme républicaine de l'État, mode d'élection du président, durée et nombre de ses mandats. Cet article 103 lui-même n'est pas susceptible de révision. C'est-à-dire l'article 103 se protège lui-même de la possibilité de révision. La troisième violation de la Constitution, c'est le refus au peuple sénégalais de marcher de façon pacifique. Les forces de l'ordre qu'il a utilisées pour empêcher de marcher auraient pu parfaitement encadrer la marche. Voilà, on a à la tête du Sénégal un triple violeur constitutionnel. C'est ça l'enjeu. Maintenant, est-ce que je vais faire des recours devant ces tribunaux ou devant l'Assemblée nationale, etc. Non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Puisque j'estime, malgré l'existence de quelques très bons magistrats, honnêtes, rigoureux, qui souffrent de l'état de leur magistrature, malgré eux, force est de constater que l'institution judiciaire comme le Parlement se sont prosternés devant l'exécutif. Du coup, ces deux pouvoirs-là ne sont plus dignes de ma confiance. Alors, qu'est-ce qui me reste comme voie de recours? Les juridictions extérieures. C'est pour ça que j'ai pris une initiative en direction des autres leaders de l'opposition et de la société civile pour leur dire, soyons en bloc, allons déposer un recours auprès de la CEDEAO. Pas sous l'angle de la violation de la Constitution et tout ça, c'est compliqué. Mais sous l'angle de la rupture d'égalité des citoyens devant un certain nombre de droits. Et je m'appuie sur une jurisprudence. La dite jurisprudence indique que je veux retrouver la référence exacte, mais vous pourrez trouver ça par Internet et par Google. Vous savez que l'article 57 du projet de réforme du Code électoral prévoit désormais que tout Sénégalais qui veut présenter sa candidature à l'élection présidentielle doit aussi être un électeur. C'est ça, non? Il parle de Sénégalais électeurs. Ce n'est plus seulement la nationalité, etc. Alors, c'est très subtil. Mais ajouter à la condition de nationalité celle d'électeur est contraire au droit de chaque citoyen de participer à la gestion des affaires publiques. C'est introduire une discrimination entre les citoyens inscrits sur les listes électorales et les autres qui ont la liberté de ne pas figurer sur les listes électorales. Le vote n'est pas obligatoire au Sénégal. Donc, être sur la liste électorale n'est pas obligatoire. Et c'est un droit qui est distinct du droit
d'être candidat pour dire je veux diriger le Sénégal. En vertu de quoi on discriminerait ceux qui choisissent de ne pas figurer sur la liste électorale, mais qui choisissent d'être candidats à l'élection présidentielle. C'est cette discrimination-là que j'entends attaquer devant la CEDEAO. Donc, la loi introduit une discrimination qui doit pouvoir permettre d'aboutir à son annulation au regard des dispositions constitutionnelles sénégalaises. Par ailleurs, au terme de l'article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est ça que dit notre Constitution. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Subordonner la présentation d'une candidature à l'élection présidentielle à un parrainage est en contradiction avec l'existence et le rôle des partis politiques consacrés par la Constitution. Ces violations constitutionnelles feront l'objet donc, si les autres opposants sont d'accord, mais même s'ils ne sont pas d'accord, je le ferai tout seul au nom de mon parti, ces violations constitutionnelles feront l'objet de procédures en déclaration d'inconstitutionnalité, notamment devant les juridictions sous-régionales. Et il y a déjà une décision de la CEDEAO contre l'État burkinabé, je pense, sur cette matière. Donc j'ai bon espoir que la CEDEAO annulera la loi anticonstitutionnelle de Macky Sall. Je vous remercie.